Mon ex-femme a ouvert 2 cartes de crédit à mon nom pour un montant de 6 000 $. Elle menace de m'empêcher de voir notre fils si je la dénonce. Je n'aurais jamais imaginé que la personne avec qui j'ai partagé des années de ma vie puisse faire une chose pareille. Mais la vérité est que certaines trahisons ne se produisent pas d'un coup, elles viennent en petites doses, jusqu'à ce que, soudain, vous réalisez que vous avez été complètement dupé. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'histoire que je m'apprête à raconter. Une histoire de trahison, de chantage et de lutte pour garder mon propre fils à mes côtés. Tout a commencé avec une enveloppe arrivée par la poste. Une enveloppe qui aurait dû être une simple correspondance, mais qui contenait en réalité une bombe sur le point d'exploser dans ma vie. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi revenir un peu en arrière. Pour que vous compreniez comment tout s'est déroulé, vous devez savoir comment ma relation avec elle en est arrivée à ce point. Nous avons été mariés pendant 5 ans. Nous avons eu de bons moments, mais avec le temps, tout s'est effondré. Des disputes constantes, des désaccords, de la méfiance. À la fin, le divorce était inévitable. Je ne voulais pas que notre séparation devienne un champ de bataille, surtout à cause de notre fils. C'est pourquoi j'ai accepté les termes les plus raisonnables possibles pour éviter les complications. Elle aurait la garde principale, et j'aurais des visites régulières, des week-ends alternés et certains jours fériés. Je vivais à 30 miles de distance, et l'accord était que je pouvais le récupérer et passer du temps avec lui sans problème. Cela semblait être un arrangement juste. Du moins, c'est ce que je pensais. Ma priorité a toujours été mon fils. Depuis le jour de sa naissance, il est devenu le centre de ma vie. Je ferai n'importe quoi pour lui. N'importe quoi pour garantir qu'il soit en sécurité et heureux. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que la femme avec qui j'ai un jour partagé une vie utiliserait notre fils comme une arme contre moi. Dans les premiers mois après le divorce, tout semblait se dérouler normalement. Je récupérais mon fils les week-ends, l'emmenais en sortie, l'aidais avec ses devoirs et essayais d'être le meilleur père possible dans ces circonstances. Mon ex-femme semblait bien gérer la séparation. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce jour-là. L'enveloppe qui est arrivée par la poste semblait inoffensive à première vue. Je l'ai prise distraitement, l'ai ouverte sans trop y penser et ai commencé à lire. Mon cœur s'est emballé instantanément. C'était une notification d'une agence de recouvrement réclamant plus de 6 000 $ de dettes sur 2 cartes de crédit. Des cartes de crédit que je n'avais jamais demandées. Des cartes de crédit dont, jusqu'à ce moment-là, je ne connaissais même pas l'existence. Un nœud s'est formé dans mon estomac. J'ai relu les détails, essayant de comprendre. Les cartes étaient à mon nom, mais l'adresse de facturation n'était pas la mienne. C'était l'adresse de mon ex-femme. À cet instant, j'ai su. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu faire ça. Et ce n'était que le début du cauchemar. Ma première réaction a été l'incrédulité. Peut-être était-ce une erreur, un cas d'usurpation d'identité, mais à mesure que je lisais les détails, la vérité devenait de plus en plus claire, et bien pire que ce que j'imaginais. Les cartes étaient à mon nom, mais l'adresse associée était celle de mon ex-femme. De plus, les achats listés étaient absurdement élevés et répartis dans divers établissements, magasins de vêtements, électroniques, restaurants chics, des choses que je n'achèterai jamais. J'ai senti mon sang bouillir. J'ai respiré profondément et essayé de garder mon calme. J'avais besoin de plus d'informations avant d'agir. J'ai pris le téléphone et appelé l'émetteur de la carte. Après une longue attente, j'ai finalement été pris en charge. J'ai expliqué la situation et demandé des détails sur les transactions. L'agent m'a informé que les cartes avaient été ouvertes plusieurs mois auparavant, en utilisant mes informations personnelles, y compris mon numéro de sécurité sociale. Quelqu'un avait demandé les cartes en ligne, envoyé des copies de documents et ainsi obtenu l'approbation. Mon cœur s'est effondré. Ce n'était pas seulement une erreur bancaire. C'était une fraude. Mais une question me hantait encore. Ferait-elle vraiment ça? Mon ex-femme volerait-elle mon identité pour ouvrir des cartes de crédit et dépenser des milliers de dollars sans ma permission? Malheureusement, tout pointait vers elle. J'ai pris ma voiture et conduit jusqu'à chez elle. J'avais besoin d'entendre de sa bouche ce qui se passait. Quand je suis arrivé, j'ai frappé fort à la porte. Elle a ouvert avec une expression surprise, mais aussi avec un léger malaise dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle demandé, en croisant les bras. « Je veux savoir pourquoi je reçois des factures pour des cartes de crédit que je n'ai jamais demandées. » Ai-je jeté les papiers devant elle. Elle a pris les documents et les a rapidement parcourus. Puis, elle a souri de manière forcée. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. » Ma voix s'est élevée.
L'adresse de facturation est la tienne. Cela signifie que c'était toi. » Elle a hésité. Son visage est passé d'une innocence feinte à une expression défensive. « J'ai fait ça parce que j'en avais besoin. » A-t-elle rétorqué, en croisant les bras. « Tu sais à quel point il est difficile d'élever un enfant seul. » Cela m'a pris par surprise. « Tu plaisantes? Je paie la pension correctement. Je n'ai jamais manqué à mes obligations envers notre fils. » Mon indignation grandissait. Elle a soufflé. « L'argent n'est jamais suffisant. Mais si tu veux, on peut régler ça autrement. » C'est alors qu'elle a joué la carte que je n'attendais pas. « Si tu ne portes pas plainte, je garantis que tu pourras voir notre fils quand tu veux. Mais si tu impliques des avocats ou la police, eh bien, peut-être que je ne serai pas aussi flexible avec les visites. » Mon sang s'est glacé. Elle me faisait chanter. La décision que je prendrais à ce moment-là changerait tout. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Jusqu'à ce moment-là, même avec tous les problèmes que nous avions eus dans notre mariage et notre divorce, je n'avais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Voler l'identité de quelqu'un était déjà un crime grave, mais utiliser notre fils comme monnaie d'échange, c'était impardonnable. J'ai fait un pas en arrière. Mes poings étaient serrés. J'avais envie de crier, de laisser éclater toute ma colère sur place, mais je savais que je devais garder mon calme. Si je perdais le contrôle, elle utiliserait cela contre moi. « Tu es sérieuse ?» Ma voix est sortie basse, chargée de déception. « Tu penses vraiment que tu peux voler mon nom, mon identité, et ensuite me faire chanter avec mon propre fils ?» Elle a simplement croisé les bras, comme si elle s'en fichait. « Fais ce que tu penses être le mieux. Sache juste que certaines décisions ont des conséquences. » La menace était claire. Si je poursuivais, elle rendrait ma relation avec notre fils difficile. Je suis retourné à la voiture sans rien dire de plus. Mon cœur battait la chamade. Mon instinct me disait d'aller directement au poste de police, de porter plainte et d'en finir avec ça une fois pour toutes. Mais mon esprit était en conflit. Et si elle empêchait vraiment mes visites? Je suis rentré chez moi et j'ai passé la nuit à faire des recherches. J'ai lu des témoignages de personnes qui avaient vécu des situations similaires. J'ai vu des cas où dénoncer le crime a conduit à des années de bataille judiciaire pour la garde des enfants. D'autres, cependant, ont obtenu justice et ont pu maintenir leur relation avec leurs enfants. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je devais agir intelligemment. D'abord, j'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille et en crimes financiers. Je lui ai tout expliqué. Sa réaction a été directe. Vous avez deux options. Soit vous ignorez et assumez les conséquences financières, soit vous portez plainte et protégez votre avenir. Mais si vous choisissez la deuxième option, préparez-vous à une bataille. Je le savais déjà, mais l'entendre dire à haute voix rendait tout encore plus réel. Avant de prendre une mesure drastique, j'ai commencé à surveiller mon crédit. J'ai découvert qu'en plus de ces cartes, elle avait tenté d'ouvrir d'autres comptes en mon nom, certains refusés, d'autres approuvés. Ce n'était pas une erreur. C'était une arnaque en cours. Ma décision était prise. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Elle pouvait me menacer, mais je n'allais pas la laisser détruire ma vie financière. Je savais que cela ne s'arrêterait pas là. Mais ce que je n'imaginais pas, c'était jusqu'où elle irait pour essayer de se venger. Dans les jours qui ont suivi, je suis resté en alerte constante. Chaque notification sur le téléphone, chaque nouvel email me rendait tendu. Je ne savais pas quel serait son prochain coup. Puis, quand mon avocat m'a appelé pour me dire qu'elle avait tenté de contester la plainte en alléguant que j'essayais de détruire sa vie par vengeance, je m'attendais déjà à quelque chose de ce genre. « C'est typique », a-t-il dit. Mais cela ne change pas le fait que nous avons des preuves concrètes contre elle. Pourtant, cela m'inquiétait. Je ne voulais pas passer par une guerre judiciaire. Je voulais juste retrouver ma paix et protéger mon fils. Mais mon ex-femme n'allait pas me faciliter la tâche. À la fin de cette semaine-là, j'ai reçu un email de la banque m'informant que quelqu'un avait tenté d'ouvrir un autre compte de crédit en mon nom. Heureusement, grâce à l'alerte de fraude que j'avais activée, la demande a été bloquée. Ce même soir, elle m'a envoyé un message. « Si tu retires la plainte, je te laisserai voir notre fils sans problème. Sinon, eh bien, tu sais comment les choses fonctionnent. » J'ai su à ce moment-là qu'elle n'avait aucune intention de s'arrêter. J'ai parlé à nouveau avec mon avocat et il m'a conseillé de renforcer les mesures de sécurité. Enregistrez tout, a-t-il dit. Chaque message, chaque tentative de contact. Cela peut être utilisé en votre faveur au tribunal. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai imprimé tous les messages, sauvegardé chaque email et noté chaque appel. Mais ce qui m'a vraiment détruit, c'est quand elle a commencé à utiliser notre fils comme une arme. Le samedi,
C'était mon jour pour récupérer mon fils pour passer le week-end avec lui. Quand je suis arrivé chez elle, j'ai sonné à la porte et attendu. Pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. Rien. Après quelques minutes, j'ai envoyé un message. Je suis ici pour récupérer notre fils. Il est prêt? La réponse est venue presque instantanément. Il ne veut pas aller avec toi. Il a dit qu'il avait peur de toi après ce que tu m'as fait. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Mon fils n'avait que 6 ans. Il ne comprendrait rien de tout cela. J'ai essayé d'appeler, mais elle n'a pas répondu. Je suis resté là, debout sur le trottoir, ressentant un mélange de colère et d'impuissance. Je savais qu'elle mentait. Je savais qu'elle manipulait notre fils pour m'atteindre. Mais que pouvais-je faire? Je suis rentré chez moi et, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Tout ce que je voulais, c'était maintenir une relation saine avec mon fils. Mais maintenant, je voyais qu'elle était prête à aller jusqu'au bout pour me nuire. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus la laisser dicter les règles. J'ai contacté mon avocat et lui et demandé de lancer la procédure pour modifier la garde. Si elle voulait la guerre, alors c'est ce qu'elle aurait. L'impact de la décision judiciaire a été immédiat. J'ai reçu une notification officielle détaillant les nouveaux termes de la garde, ainsi que des instructions sur la manière dont la transition devait se dérouler. Mon avocat a insisté sur le fait que je devais être extrêmement prudent, car dans ces moments de changement, il est courant que l'autre partie tente des tactiques désespérées. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le lendemain de la décision, mon ex-femme m'a enfin appelé, quelque chose qu'elle évitait de faire depuis des mois. Son ton était sec et froid, sans aucune tentative de cacher sa colère. « Tu as ruiné ma vie. » J'ai essayé de garder mon calme, mais c'était difficile. Elle ne montrait pas une once de remords pour ce qu'elle avait fait. Pour elle, j'étais le méchant de l'histoire. « Notre fils a besoin de moi », a-t-elle continué. « Il est habitué à être avec moi. Tu ne peux pas simplement l'arracher à la vie qu'il connaît. » J'ai avalé ma salive. C'était exactement pour cela que je voulais que cette transition soit la plus tranquille possible pour mon fils. Il n'était pas responsable des mauvais choix de sa mère. Mais avant que je puisse répondre, l'appel a été coupé. Et peu après, les messages ont commencé à arriver. D'abord, il y a eu les textes émotionnels implorant une seconde chance. Quand je n'ai pas répondu, l'approche a changé. Maintenant, elle m'accusait d'être un monstre insensible, quelqu'un qui voulait juste se venger d'elle. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que ce n'était pas une question de vengeance. Je voulais juste la sécurité et la stabilité pour mon fils. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à tout préparer pour accueillir mon fils définitivement. J'ai organisé sa chambre, parlé avec l'école pour garantir une transition en douceur, surtout, passé beaucoup de temps à expliquer à mon fils ce qui se passait. Il n'était qu'un enfant, malgré tout, il aimait sa mère. « Elle pourra toujours me voir ?» a-t-il demandé un soir, en rangeant ses jouets sur la nouvelle étagère. « Oui, mon fils. Les visites auront toujours lieu, juste d'une manière un peu différente. » Il semblait pensif, comme s'il ne savait pas exactement comment se sentir à ce sujet. Mais avant que la transition ne soit totalement conclue, j'ai reçu une information alarmante. Mon ex-femme avait déposé une nouvelle demande d'urgence, alléguant que je n'étais pas un père adéquat et que notre fils serait mieux avec elle. Dans le document, elle affirmait que je travaillais trop et que je n'aurais pas le temps de m'occuper de lui, que j'étais émotionnellement instable et que notre fils plairait toutes les nuits parce qu'il était loin d'elle. Heureusement, le juge n'a pas cru à cette version. Il y avait des preuves concrètes qu'elle nuisait à notre relation et mettait même notre fils en danger. La tentative a été rejetée presque immédiatement. Mais cela n'a fait que la rendre encore plus désespérée. J'ai commencé à remarquer des schémas étranges. Ma boîte aux lettres a été violée 2 fois. Ma voiture est apparue avec une rayure profonde sur le côté, et à une occasion, j'ai remarqué que quelqu'un avait trafiqué la serrure de la porte d'entrée de ma maison. Je n'avais pas de preuves concrètes que c'était elle, mais il n'était pas nécessaire d'être un génie pour comprendre ce qui se passait. Et puis, il y a eu le rebondissement le plus inattendu. Un soir, alors que je mettais mon fils au lit, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu par impulsion, m'attendant à une autre provocation. Mais cette fois, la voix à l'autre bout du fil n'était pas la sienne. Ici le département des services à l'enfance et à la famille, DCFS. Nous devons vous parler d'une plainte concernant votre fils. J'ai senti un frisson dans le dos. Une plainte? De quoi parlait-il? J'ai confirmé mon identité et écouté attentivement tandis que l'assistante sociale expliquait la situation. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme, alléguant que mon fils n'était pas bien pris en charge avec moi.
Je savais exactement qui était derrière tout ça. L'assistante sociale a expliqué que, par protocole, il devait visiter ma maison et parler avec moi et mon fils. Je n'avais rien à cacher, alors j'ai accepté immédiatement. Mais c'était un avertissement clair, mon ex-femme n'allait pas abandonner si facilement. Le problème, c'est que pendant qu'elle essayait de saboter ma vie, quelque chose de bien pire était sur le point de lui arriver. Quelque chose qui allait tout changer pour toujours. La visite du DCFS a eu lieu 2 jours après l'appel. L'assistante sociale était une femme sérieuse mais professionnelle qui examinait chaque détail de la maison avec un regard clinique. Elle m'a posé des questions sur la routine de mon fils, ses performances scolaires, son alimentation, et a même examiné sa chambre pour s'assurer qu'il avait un environnement sûr et adéquat. J'ai parlé avec elle ouvertement, expliquant la situation et mentionnant les conflits avec mon ex-femme. Après environ 1 heure, elle a souri légèrement et a dit quelque chose qui m'a un peu rassuré. Il semble que votre fils est très bien pris en charge ici. Je ne vois aucune raison de m'inquiéter, mais, dans le cadre du protocole, je dois parler avec lui séparément. J'ai accepté, et ils sont allés dans sa chambre. J'ai observé de loin tandis que mon fils parlait avec elle, répondant aux questions avec une tranquillité surprenante. Quand l'assistante sociale est finalement sortie, elle m'a assuré qu'à ce moment-là, elle n'avait trouvé aucune irrégularité. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Peu de temps après son départ, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, m'attendant encore à une complication venant de mon ex-femme. Mais la voix à l'autre bout du fil était différente. Ici l'hôpital pour enfants. Votre fils est sous la garde de votre ex-femme, n'est-ce pas? Mon cœur s'est emballé. Plus maintenant, ai-je répondu immédiatement. Il est avec moi. Pourquoi? Que s'est-il passé? Le silence à l'autre bout de la ligne m'a glacé. C'est à propos de votre ex-femme. Elle a été amenée à l'hôpital après un incident domestique. Votre fils n'était pas directement impliqué, mais nous avons besoin que vous veniez dès que possible. Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai pris mon fils et nous sommes allés à l'hôpital. En chemin, mon esprit tourbillonnait avec 1000 pensées. Que s'était-il passé? Était-ce une autre tentative de manipulation de sa part? Ou était-ce quelque chose de vraiment sérieux? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons été accueillis par une infirmière qui nous a conduits à la salle d'attente. Votre fils peut-il attendre ici un moment? Il y a quelque chose dont nous devons discuter d'abord. J'ai demandé à mon fils de s'asseoir pendant que je suivais l'infirmière vers un coin plus réservé. Votre ex-femme a été amenée après une dispute avec son petit ami. Il y a eu une agression physique, et d'après ce que nous comprenons, elle a perdu connaissance pendant un court moment. J'ai fermé les yeux un instant. Et mon fils, il était avec elle? Pas au moment exact de la dispute, mais il était dans la maison. Les voisins ont entendu les cris et ont appelé la police. Quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé votre fils effrayé et en pleurs dans l'une des chambres. Mon estomac s'est retourné. Je savais déjà que mon ex-femme était déséquilibrée, mais je n'aurais jamais imaginé que mon fils pourrait être exposé à une situation aussi dangereuse. Et maintenant, que va-t-il se passer? Le département de protection de l'enfance, CPS, a été alerté. Ils devront évaluer la situation avant de prendre toute décision concernant la garde de l'enfant. Tandis que j'absorbais cette information, j'ai vu une assistante sociale s'approcher. « Monsieur, je sais que c'est un moment difficile, mais nous devons parler des prochaines étapes. » J'ai acquiescé et l'ai suivie dans une salle privée. Elle m'a expliqué qu'en raison de l'incident et du risque potentiel pour la sécurité de mon fils, il resterait sous ma garde temporaire jusqu'à ce qu'une nouvelle audience soit tenue. Je voulais me sentir soulagé par cette nouvelle, mais en même temps, je ressentais un nœud dans l'estomac. Ce n'était pas une victoire. Mon fils avait traversé une situation traumatisante et, indépendamment de tout ce que mon ex-femme avait fait, elle était toujours sa mère. Avant de quitter l'hôpital, je suis allé dans la chambre où elle se trouvait. Elle avait le visage meurtri, un bras bandé et un regard perdu. Pour la première fois en des années, elle semblait fragile et sans défense. Elle m'a vu, mais n'a rien dit. J'ai soupiré, secouant la tête. J'espère que tu pourras te rétablir. Après cela, je suis sorti de l'hôpital en tenant la main de mon fils, déterminé à lui offrir une vie meilleure. Mais je savais que la bataille n'était pas encore terminée. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Bien que mon fils soit en sécurité avec moi, il restait encore un long chemin à parcourir. La nouvelle audience était fixée, et cette fois, l'épreuve était entièrement en ma faveur. Mon ex-femme a été hospitalisée pendant quelques jours,
À sa sortie de l'hôpital, elle est allée directement dans un refuge temporaire. Le petit ami a été arrêté pour agression, et le CPS a maintenu la décision que mon fils resterait avec moi jusqu'au jugement final. Malgré tout, je savais que je ne pouvais pas baisser la garde. J'ai engagé un avocat spécialisé en droit de la famille pour m'assurer que rien ne serait renversé à la dernière minute. La dernière chose que je voulais, c'était que mon fils retourne dans un environnement dangereux. L'audience finale a été rapide. Mon ex-femme est apparue abattue, presque méconnaissable. Pour la première fois, elle n'a rien contesté. Le juge a officialisé la garde complète pour moi, permettant seulement des visites supervisées jusqu'à ce qu'elle prouve qu'elle peut offrir un environnement sûr pour notre fils. À l'instant où j'ai entendu le marteau frapper et la décision être finalisée, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Mon fils avait maintenant de la stabilité. Il avait la paix. Mais, en même temps, je savais que ce n'était pas une victoire à célébrer. Ce qui est arrivé à mon ex-femme était tragique. Bien qu'elle ait causé beaucoup de douleur, je ne ressentais ni colère ni satisfaction pour ce qui s'était passé. Seulement de la pitié. Dans les mois qui ont suivi, j'ai essayé d'aider mon fils à traiter tout cela. Je l'ai mis en thérapie infantile pour qu'il puisse parler de ses sentiments sans peur ni culpabilité. J'ai également apporté des changements à notre routine pour m'assurer qu'il se sente en sécurité et aimé. Quant à moi, j'ai enfin pu respirer. En regardant en arrière, je réalise à quel point cette expérience m'a changé. Avant, je pensais pouvoir tout résoudre seul, pouvoir éviter les conflits pour maintenir la paix. Mais j'ai appris, de la pire des manières, que certaines batailles doivent être affrontées de front, sans peur. Si j'avais ignoré les signes, si j'avais choisi la voie la plus facile, peut-être qu'aujourd'hui mon fils serait en danger. Peut-être serait-il encore pris dans une situation qui pourrait le ruiner pour toujours. Mon message pour ceux qui traversent quelque chose de similaire est simple, ne ignorez pas les signes. Protégez-vous. Protégez ceux que vous aimez. Et, par-dessus tout, sachez que chercher la justice n'est pas de la vengeance, c'est une nécessité. Maintenant, mon fils a un avenir meilleur. Et moi, enfin, je peux dire que j'ai fait ce qui était juste. Les mois suivants ont été une période d'adaptation, mais aussi de soulagement. Mon fils avait enfin de la stabilité, quelque chose que je n'avais pas réalisé à quel point il en avait besoin jusqu'à ce que je le voie vraiment détendu à la maison. Le stress constant de ne jamais savoir s'il verrait son père le week-end ou si sa mère commencerait une autre dispute avait disparu. Il manquait encore à sa mère, bien sûr. Mais après tout, il était clair qu'il savait que c'était le mieux pour lui. Mon ex-femme a essayé de faire appel de la décision, mais sans succès. Son historique de non-respect de l'accord de garde et la négligence qui a conduit à l'accident à l'hôpital ont pesé trop lourd contre elle. Le tribunal a maintenu ma garde et a restreint son temps avec notre fils à des visites supervisées. Au début, elle n'est même pas venue à certaines de ces visites. Après un certain temps, elle a commencé à essayer de reconquérir son fils, mais le mal était déjà fait. Quant à moi, j'ai enfin pu récupérer ma vie financière. Avec mon ex loin de tout accès à mes informations, il n'y a plus eu de fraude. Mes niveaux de stress sont revenus à la normale, et pour la première fois en des années, j'ai senti que je pouvais respirer sans la constante sensation d'être au bord d'un désastre. Si quelque chose m'a appris tout cela, c'est que vous ne pouvez pas laisser la peur d'une bataille juridique vous empêcher de faire ce qui est juste. Oui, c'était épuisant. Oui, il y a eu des moments où j'ai pensé que je ne gagnerais jamais. Mais documenter chaque détail, suivre chaque étape correctement, et surtout, ne jamais abandonner, a fait toute la différence. Aujourd'hui, quand je vois mon fils sourire, sachant qu'il a enfin un foyer sûr et une vie stable, je sais que cela en valait la peine.